They tell me you want to be a picture maker. Picture maker. Why? Pour moi, cette mécanique marche. Être une fiction face à une autre fiction, des petits morceaux de film. Je suis un film. Ça marche. Oh, ça marche bien, mais... Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité noir sur blanc. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Allez, jeunesse! One more time! One more time! Bonjour et bienvenue dans Passage, le ciné-club des passagers de l'Atalante. Nous sommes des volontaires organisant des animations pour des séances, des accueils de professionnels du cinéma et de projets au cœur de ce lieu. Je suis Michael. Moi, je suis Oyana, je fais aussi partie du ciné-club. Et enchantée, je suis Solène. On va vous parler aujourd'hui de Mémoire d'un escargot de Adam Elliott qui sort le 15 janvier. Pour vous lire le résumé, à la mort de son père, la vie heureuse et marginale de Grace Puddle, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture, vole en éclats. Arrachée à son frère jumeau Gilbert, elle atterrit dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie. Suspendue aux lettres de son frère, ignorée par ses tuteurs et harcelée par ses camarades de classe, Grace s'enfonce dans le désespoir, jusqu'à la rencontre salvatrice avec Pinky, une octogénaire excentrique qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille. Donc maintenant, on va passer au débat. Alors, avant de commencer cette partie, nous aimerions préciser qu'on ne va pas se priver sur les spoils. Donc, préparez-vous. Commençons avec un petit ressenti général sur le film. Oyana, si tu veux nous partager un peu ton ressenti. Moi, déjà, j'ai beaucoup aimé le film. J'avais déjà beaucoup aimé son précédent film, Adam Elliott, Mary Max. Et j'ai trouvé que c'était un film vraiment super touchant, qui aborde des sujets compliqués, mais avec beaucoup de justesse et parfois de pudeur. Mais même si parfois on est un peu dans une espèce de pathos, je trouve qu'il y a quand même quelques illuminations d'espoir qui sont là pour rendre ce visionnage un peu plus léger. Et voilà, donc parfois j'ai rigolé, parfois j'ai pleuré, parfois je savais même pas si je pleurais parce que c'était beau, parce que c'était triste. Et voilà, moi j'ai adoré. Au départ, la proposition de Mémoire d'un escargot m'a semblé comme marcher sur un fil étant donné la délicatesse des sujets traités. Que ça soit le décès, le harcèlement ou la séparation dès l'enfance, je redoutais le fait que ça tombe facilement dans une forme de misérabilisme ou soit trop larmoyant. Et finalement, j'ai été assez surpris car le réalisateur fait le choix de montrer ces sujets de façon assez réaliste, bien qu'un peu romancée, et l'intensité des traumatismes sans trop de clichés. Les protagonistes ont leur obsession et leur névrose, ce qui les rend humains, et certains étant voulus comme mauvais, je pense à la famille d'accueil de son frère jumeau, le sont jusqu'au bout. Il n'y a rien qui fasse qu'on ait un peu d'empathie pour eux, mais c'est justifié par leur fanatisme poussif. Bémol, la fin m'a tout de même semblé assez convenue et facile, car le réalisateur fait le choix de nous faire croire que son frère jumeau décède, mais finalement annule cette idée sur la fin, ce qui enlève le côté réel au film qui fonctionnait au départ. Malgré tout, l'intelligence d'écriture du reste et le travail sur l'animation méritent largement le coup d'œil. Pour rebondir un peu sur toi, je suis pas d'accord avec toi sur la fin. Je trouve qu'il a une excellente manière de raconter l'histoire, la vie, la mort. C'est un mélange de tristesse, de douceur et pas mal d'humour au fait qui vient remonter un peu cette touche de grave en fait dans l'histoire avec plein de choses toute sa vie elle va pas du début à la fin. Elle commence avec un bec de lièvre quand elle naît, puis ça s'enchaîne très vite avec la mort de sa mère à l'accouchement, l'accident de son père qui finit en fauteuil roulant. Enfin c'est une catastrophe. Et pour la fin, tout le long on voit la mort extrêmement présente. Elle a tout le temps des cendres, même de son escargot, non de son hamster ou de son cochon d'Inde. De son cochon d'Inde, merci. Et donc avec la supposée mort de son frère qui nous font croire avec l'incendie de la chapelle, je trouvais que c'était un peu ça amenait de la gaieté sur la fin et donnait un côté positif pour pas finir sur la vie c'est que des tragédies et dire en fait il y a quand même des bonnes surprises. Je suis totalement d'accord avec Solène, cette fin je l'ai trouvée plutôt belle. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on voit trop souvent au cinéma et du coup j'ai trouvé ça trop facile finalement. J'ai revu. Okay. Mais après je trouve que c'est pas un film non plus qui va beaucoup se démarquer dans son histoire, mais plutôt dans les émotions qu'elle propose et du coup le fait que l'histoire soit un peu du vu et du revu, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. D'accord. J'ai trouvé ça chouette aussi. Voilà. C'est vrai qu'elle a une manière de raconter, même déjà sa patte graphique,
tout ça qui est incroyable, mais même les couleurs très grises, du rouge, Marron, ouais. marron, qui bon, un peu annoncent du coup, annoncent la couleur du film. Puis surtout, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ces visages très expressifs, avec beaucoup de Aussi. cernes, de gros yeux, enfin, très expressionnistes. Et j'ai Ouais. trouvé ça chouette aussi. Ça vient un peu rajouter au pathos, tout ça, mais j'ai pas trouvé ça dérangeant non plus. On a rapidement parlé des thèmes, notamment de la vie, la mort, la famille, la solitude, la perte qui vient avec la mort, la liberté, on a l'amour et le deuil. Tout ce qui tourne autour de la vie, je trouve, c'est très les imprévus de la vie. Les imprévus, mais ça nous montre qu'on doit faire avec et qu'on doit continuer à avancer malgré tout. Et puis, je trouve, voilà, les thèmes sont hyper humains. Enfin, j'ai trouvé ça génial parce que je trouve que le harcèlement scolaire, le deuil, c'est des sujets très humains et finalement, on peut se retrouver peut-être en elle. Enfin, je sais qu'il y a des thèmes qui m'ont beaucoup touchée, notamment le fait de sortir de sa coquille, tout ça, et je me suis vachement retrouvée dans son personnage et j'ai trouvé ça super touchant. Il y a des moments, voilà. Il y a beaucoup de moments intéressants dans le film. Ce serait bien que, du coup, Mickaël, si tu veux en partager quelques-uns, des moments que tu trouves intéressants ou qui t'ont plus surpris que les autres ou touché. Il y a un personnage qui se démarque énormément, c'est celui de Pinky, qui est formidable par son côté un peu marginal et très excentrique. Je trouve que c'est un personnage vraiment qui dénote et qui vient apporter une touche de folie un peu au film. Voilà, je l'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai qu'elle apporte, celle qui amène aussi la couleur un peu. Elle a toujours je crois, elle a des vêtements, celle qui a du rouge à lèvres, elle est un peu. Tout à fait. Ouais, dans son monde un peu gris à Tout à Grace, fait. elle est. D'où le côté excentrique. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais, je sais pas, j'aime bien ce qu'elle apporte comme vibe. C'est pas vraiment un spoil puisqu'on le sait dès le début, mais voilà, Pinky meurt C'est les premières c'est les images. premières images. Elle meurt et justement je trouve ça beau parce que c'est un peu le point de départ finalement de la grosse évolution de Grace. Que c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment déjà sortir ses escargots qu'elle collectionne et qui la rassure beaucoup. Elle va commencer vraiment à les relâcher comme pour laisser derrière elle tout son passé. Et finalement c'est vraiment le point clé je trouve du film, la mort de Pinky qui finalement voilà la libère plus qu'autre chose et j'ai trouvé ça joli aussi. C'est vrai que Pinky, de toute façon, elle est liée avec Grace à l'escargot, parce que c'est Pinky qui va lui faire remarquer que parce qu'elle a une énorme obsession pour les escargots, d'où le titre du film, et elle va lui faire remarquer que, en fait, cette obsession, c'est un peu son enfermement, sa vie. C'est qu'elle est tout le temps, elle collectionne parce que c'est un truc avec une histoire de les escargots se sentent bien ensemble. Il y a toute une histoire comme ça. Du coup, elle en collectionne plein. Et bon, à la fin, elle réalise qu'à la mort de Pinky, qu'en fait, ça sert à rien de les collectionner, qu'il faut qu'elle aille de l'avant. D'autres moments forts, moi, c'est le moment du grand 8 où avec le père, puis après ils y retournent pour lâcher, elle y retourne pour lâcher les cendres. J'ai trouvé ça très drôle. Ou même le karting où, à un moment, il tune un peu son fauteuil là et il fonce. Je trouve que c'est des moments de famille très, très simples et qui fait qu'on s'attache à cette famille, à ce personnage un peu cocooning. C'est son moment où elle est bien, elle fait des concours de coiffure nuls en fait avec sa famille, où elle a rien de lire et je trouve ça génial en fait. Pour le début du film où on sait que c'est triste, on le voit. Et on aime cette famille, on a envie d'y rester. Tout à l'heure, tu as parlé de Mary and Max, l'autre film. Est-ce que tu voudrais faire un parallèle dessus? Ça pourrait être intéressant. Oui. Je trouve que déjà, ce qu'on peut trouver de ressemblant dans ces deux films, donc entre Mary and Max et Mémoire d'un escargot, c'est déjà le traitement des émotions. Je trouve qu'on est vraiment juste à la limite du pathos, à la limite d'en faire un peu trop, mais toujours avec une espèce de justesse, une espèce de vérité sur vraiment les émotions humaines très brutes dans ce qu'elles ont de plus cruel, de plus parfois sauvage. Moi je trouve que c'est surtout ça qui relie ces deux films. Puis après on a toujours ce personnage de la petite fille un peu paumée. Donc pour ceux qui ont aimé Mary and Max, je vous conseille vraiment d'aller voir Mémoire d'un escargot. Donc c'est un peu dans la continuité justement d'aussi voilà ce message d'espoir d'une vie à nouveau paisible. On va perdre Mickaël avant la fin de ce podcast. Désolé, vraiment. je suis un peu malade du coup. Y a pas de souci. Pour clore tout ça, nous allons vous citer une petite phrase du film qui nous a à peu près tous impactés. Alors je vais la citer en anglais, je suis désolé, ça c'est pas parfait. Life can only be understood backwards, but we have to live it forwards. La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais nous devons la vivre en allant de l'avant.
Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le podcast Passage pour parler du film Planète B. Je m'appelle Zoé et je suis nouvelle au sein du club des passagers et je suis avec Gwen et Oriane. Donc c'est parti. France 2039. Une nuit, des activistes traqués par l'État disparaissent sans laisser aucune trace. Julia Bombard se trouve parmi eux. À son réveil, elle se découvre enfermée dans un monde totalement inconnu. Planète B. Tu te rappelles de rien? Il y avait des drones. Il y a des CRS qui sont arrivés. Bienvenue à Planète B, la première prison virtuelle. Vous allez nous aider à démanteler la cellule terroriste. Personne va dénoncer personne. C'est dans cette chambre noire que vous pourrez communiquer avec nous. Il est sorti le 25 décembre 2024. On va vite fait vous présenter la réalisatrice. Ouais, donc Audelia Rapin, c'est son premier long métrage de science-fiction. Elle en a fait d'autres. Est-ce qu'on donnerait pas notre avis? Moi, pour ma part, alors globalement, j'ai aimé déjà l'ambition de vouloir mener à bien un projet de science-fiction français. Et moi, j'aime quand on prend des risques, donc déjà, j'étais très contente. Et puis, forcément, avec le cast qu'il y avait, moi, je pouvais être que conquise. Ce que j'aime bien, c'est que justement, ils montrent pas trop la torture qu'ils subissent la nuit. Enfin, si, ils montrent une ou deux séquences où on voit Adèle qui a peur, tout ça. Mais c'est pas... Je sais pas comment dire, c'est pas trop montré non plus. Et du coup, en fait, on est vraiment genre submergé dans l'ambiance de jour où normalement tout va bien et tout ça. Et on voit les séquelles psychologiques sans comprendre ce qu'eux, ils ont vu. Et je trouve que c'est super bien fait parce que, encore une fois, c'est se servir du... c'est le pas montrer, justement c'est le fait de pas montrer pour imaginer. Exactement, voilà, c'est comme quand tu regardes Les Dents de la Mer ou comme ça et qu'ils n'ont pas forcément le requin, pour la majorité du film, c'est que t'angoisses encore plus de ne pas le voir, alors que quand tu le vois, tu te dis bon, c'est le requin. C'est le but d'une sorte de prison psychologique. C'est ça. Et ouais, c'est vrai que ce côté psycho, moi je l'ai beaucoup aimé dans le film. Hein. J'ai trouvé que... Mais les acteurs le faisaient bien. Ouais, voilà, on voyait bien les séquelles psychologiques, alors que souvent c'est surjoué, je trouve. Alors que là, c'était assez juste comment il le ressentait. En tout cas, j'ai l'impression. C'était Il y a une scène là où on voit justement le personnage d'Adèle qui a du sang partout sur le visage. Ouais. Tu la vois, elle est changée complet. Elle a un plein traumatisme, elle le vit complètement. Et j'étais subjuguée, j'étais en mode waouh. C'est quand même... moi, j'ai adoré cette scène-là. Pour ma part, mais c'est dingue. Ouais. Très, très intéressant. Donc, globalement, on a quand même bien aimé de ce qu'on voit. Il y a des défauts. Moi, je trouve que les défauts, en fait, je les ai pas trop vus sur le moment parce que j'ai tellement apprécié la prise de risque, justement, et le fait que ça sorte des sentiers battus. On sait pas assez ce qui se passe, on n'a pas assez de point de vue extérieur, de voir ce qui se passe du côté politique et tout ça, mais je pense que le but, c'était, en fait, qu'on en sache autant que les personnages. Et j'ai trouvé que c'était dommage comme choix, mais je peux comprendre pourquoi la réalisatrice l'a fait. Ouais, c'était risqué, mais c'est vrai que je pense que ça a séparé un peu de camps. Je pense que toi, tu as compris de suite. Moi, c'est vrai que je suis sceptique un peu. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai remarqué qu'il y a un côté où le scénario, des fois, il allait peut-être un peu trop rapidement, il prenait des raccourcis. Alors qu'à des moments, j'avais envie qu'on en parle plus. Par exemple, le personnage de Nour, je trouve qu'il manque un peu de développement. J'aurais aimé en savoir plus parce que c'est un personnage qui est hyper intéressant. Sur son passé. Ouais, par exemple, tu vois, tu comprends pas. Tu devines. Mais encore une fois, c'est toi de faire ta propre interprétation. Et c'est bien l'interprétation, mais des fois, quand tu dois trop le faire, t'es là, le film, il doit quand même aussi te donner les réponses à tes questions. Et c'est vrai que des fois, t'as une sorte d'acte narratif qui me bloquait un peu au vu des enjeux un peu ambigus du film. C'est vrai que ça me manquait parfois et c'est pour ça que j'ai pas eu l'impression d'y rentrer de suite. En fait. Un contenu audiovisuel, que ce soit film ou série, il gagne en profondeur quand t'approfondis les personnages secondaires autour. Et que ce soit pour le personnage de Victoire ou je me rappelle plus le surnom du personnage, mais la dealeuse que Hermès. Oui, voilà, Hermès que Nour va voir, elle aurait pu être hyper intéressante aussi parce que son rôle il est quand même clé. Mais du coup, elle disparaît, on ne sait pas plus que ça. Enfin, c'était un peu flou. Enfin, je crois qu'elle est mise en prison avec les autres, il me semble, j'ai un doute. Mais ce que je veux dire, c'est que même là, tu vois, s'il y avait eu du temps à rajouter, on aurait pu en rajouter avec elle, enfin avec plein de trucs. C'est que voilà, comme tu as dit, il y a eu des raccourcis au niveau du scénario et que ça aurait été intéressant que ce soit plus long.
Le film, il dure 2 heures. Ouais, mais après, tu vois, comme quoi, il y a aussi des scènes qui n'étaient pas hyper nécessaires, tu vois. Moi, ce qui m'a fait rentrer direct dans le mood du film, et je t'en ai parlé, Auréa, je comprends pas que le gouvernement appelle ça éco-terroriste. Et je pense que, je sais pas, en fait, le fait que le terme soit tout de suite utilisé dès le début, ça m'a vachement... ça m'a mis dans le mood du film, en fait. Je suis rentrée direct par rapport à ça. Et après, après, il y avait les inspirations aussi qui étaient... On peut passer à ça, peut-être. Donc il y avait Get Out, Blade Runner et Truman Show. Et Truman Show aussi, on a le côté d'enfermement que je pense qu'il a peut-être un petit peu. Moi, c'était par rapport à Blade Runner que j'ai tout de suite, quand la représentation de l'œil qui est très importante dans Blade Runner, donc là c'est avec le queer code et tout, du coup forcément il y a un lien qui est direct. Ça pourrait en fait être un film qui se passe avant Blade Runner, limite. Avant que les voitures se mettent à voler et tous ces trucs. Il y a eu des prises de risque un peu de la réalisatrice, mais ça parle des sujets actuels, donc c'est pour ça, je pense qu'on peut beaucoup s'identifier à certains aspects de ce film. Donc franchement, on vous invite à aller le voir, honnêtement. Je pense qu'on va s'arrêter là, mais avant ça, on voudrait vous parler de quelque chose de très important. Les Mycéliades du 2 au 15 février, avec la thématique du coup des intelligences. Pour cette édition, on a pas mal de films qui sont mis en avant. Et Planète B, il y sera le 6 février à 20h15. On a Her, qui est le 8 février à 15h30, réalisé par Spig, je pense que je vais mal dire, les Spig-Jonze. Et il y aura également une conférence de Perrine Kennesson à 18h, donc qui est une journaliste et qui a aussi un podcast qui s'appelle 7e Science. Et je vous invite à également être là parce que ça pourrait être très intéressant. Et pour terminer, donc il y a aussi Blade Runner, Final Cut, réalisé par Ridley Scott avec Harrison Ford. Voilà. On a réalisé aussi une exposition sur l'intelligence artificielle, donc quand les intelligences artificielles font leur cinéma. Et on vous invite donc vivement à venir à la Talente. Puis à bientôt. À bientôt. Was awesome. Stop.